c'était le moment dont j'ai rêvé quand j'étais gamin, quoi. Quand je revois les images aujourd'hui, je me dis: «Mais c'est lunaire, quoi». En fait, l'action parfaite du gardien de but, c'est je fais un arrêt Il fait une relance. et je fais la passe directe ou je marque le but, direct. Dans les écoles de gardien de but, on t'apprend à les arrêter les ballons. Mmh. Certains, sélectionneurs, jeunes m'ont expliqué que j'inversais le rôle du gardien de but. On a fait une préparation de mutant, quoi. Donc la pression, elle est colossale et c'est vrai que c'est un sujet assez tabou, mais en fait, moi je préfère parler, tout simplement de santé mentale. Santé mentale. Je suis aussi, Rémi dans la vie, Ouais. qui fait pas de hand, voilà. Et donc ce pan-là, c'est pareil, on n'en parle pas souvent en tant que sportif. Bienvenue sur le podcast La partie cachée, un podcast où je reçois des entrepreneurs et des sportifs pour raconter ce qu'on ne voit pas à la télé ou sur les réseaux. L'enfance, les décisions, les doutes, les difficultés, les obstacles, les sacrifices, les échecs, les déclics et les moments clés qui ont façonné leur parcours. Un nouvel épisode à retrouver chaque semaine. Abonne-toi pour ne rien manquer. Bonjour Rémi Salut. et bienvenue donc dans ce podcast La partie cachée. Donc on va être ensemble là pour une petite heure pour parler de toi, de la personne derrière le sportif, donc la partie qu'on connaît un peu moins et qu'on ne voit pas. Est-ce que déjà pour commencer, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bien sûr, bah, je suis Rémi Desbonnets, gardien de but, de l'équipe de France et du Montpellier handball. Je suis né à Montpellier, j'ai 33 ans et je suis ravi d'être avec vous. Avant de commencer, pour rappeler ceux qui ne te connaissent pas, on va rappeler ton palmarès, qui est quand même assez conséquent. En club, tu as été vice-champion de France en 2023. Tu me corriges s'il y a... Ouais, pour Pour c'est l'instant, on est bon. bon. Ouais. Coupe de France en 2013 et en 2025. Trophée des champions en 2025. Finaliste de la Ligue européenne en 2025. On peut rajouter à ça une petite finale de Coupe de France, avec Nîmes, c'était en 2018, je crois. Ok, Bon, c'est pas un titre, mais c'est pour faire un clin d'œil aux copains avec qui on a relis-moi. fait l'épopée, voilà. Ok, effectivement, je l'avais pas dans ma liste. En sélection, j'ai vice-champion du monde en 2023, champion d'Europe en 2024 et médaille de bronze au championnat du monde en 2025. C'est ça, c'est bon. Et ensuite, j'ai un petit débat sur les années 2011 et 2012. J'ai deux doublés, championnat Coupe de France, avec Montpellier. Ouais, alors factuellement, ils existent, mais comme j'étais très jeune et que j'ai pas participé beaucoup aux matchs, moi perso, je le compte pas dans mon palmarès, mais effectivement, j'étais au Non, contact du groupe et de l'équipe incroyable qui était, à ce à ce moment-là à moment-là. Montpellier et qui gagnait tout, donc voilà. Ok, bon, on reviendra un petit peu sur sur ces périodes-là un petit peu plus tard. Là, je te propose qu'on reparte du début. Donc là, on sait ce que tu fais maintenant, on sait ce que tu as gagné. Et on va commencer par l'enfance. Yes. Donc, tu nous as dit que tu étais né à Montpellier. Est-ce que tu peux nous parler de ton environnement familial, de ce que faisaient tes parents? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, mais moi, je suis d'une famille, très classique. J'ai grandi à Montpellier en centre-ville, je suis né à Saint-Roch centre-ville pour les puristes, Ok. qui a disparu depuis, qui a déménagé. Heu, voilà, j'ai tout fait, un peu dans ce quartier-là. Je suis né d'une famille de hockeyeurs, Ok. de base, donc ça, c'est quand même un truc. Donc mon oncle, mon grand-père, ma mère, tout le monde, était dans l'environnement du club de hockey de Montpellier, donc naturellement, j'ai joué, là-bas. Et en fait, j'ai commencé le hand quand la patinoire du Lunaret a déménagé à Vegapolis. Ok. Il y avait pas de saison de hand, donc 2 saisons de hockey, pardon. Donc du coup, j'ai commencé le hand à ce moment-là et Et t'avais quel âge là quand j'avais tu as commencé j'avais le hand? 9 ans. Ok. Ouais, 9 ans. Donc c'est l'année où j'ai, aussi, eu, un petit frère. Ok. Voilà, donc on a pas mal d'écart, c'est marrant aussi et hem et ensuite j'ai eu un deuxième petit frère, voilà 3 ans après, donc Nicolas et Sébastien qui sont mes 2 frères, qui ont joué aussi un petit peu au hand, à leur époque en étant jeunes. Puis j'ai fait un petit peu hockey et hand, en même temps. J'ai joué aussi un petit peu au tennis. J'ai fait un peu, voilà, ce que le parcours des gamins qui adorent le sport et qui cherchent, quoi faire, et puis finalement je me suis dirigé vers le hand, mais je pense qu'on va en reparler, Ouais, plus tranquille. on va en reparler un petit peu plus tard, enfin très rapidement. Et du coup, donc toujours dans cette enfance, donc là, donc tu as commencé donc, le hand à 9 ans. Et en parallèle, l'école, c'était plutôt classique, tu as fait un sport-études.
Non, ça arrive plus tard, le sport-études. Au départ, tout à fait classique. Je suis à l'école, au collège, normalement, si ce n'est que je fais beaucoup d'activités sportives, à côté et que donc c'est toujours un peu speed. J'ai ma mère, qui me trimballe, de partout pour être à l'heure à l'entraînement et à l'école. C'est quoi à peu près la fréquence? C'est quoi? Tu as un entraînement de hand, un entraînement de hockey, un entraînement de tennis? Ou Ouais, je c'est pense que je plus les suis, matchs? je me rappelle plus très bien, mais je pense que ouais, je suis autour de 2 entraînements de hand, un entraînement de tennis et je pense un ou 2 de hockey à un moment donné. Après le hockey, ça s'enlève, très vite et je bascule à 3 de hand, puis, un peu plus et plus le tennis à côté. OK. Donc ouais, toujours, très actif, mais je faisais pas ni de piano ni de guitare, alors du coup, ça me laissait du temps, mais voilà, donc un peu speed, mais sinon tout à fait classique à l'école. Moi, à l'école, moi, ce que j'adorais, c'était faire du sport, donc je faisais en sorte d'avoir les notes qu'il fallait, OK. pour jamais être embêté, pour pouvoir aller au sport et c'est sûr que mes profs de sport étaient souvent plus mes copains que mes profs de français ou d'histoire géo, quoi. Et tu savais déjà à ce moment-là que tu voulais être sportif professionnel ou c'était pour toi, c'était vraiment une passion et tu avais un autre métier en tête? Ouais, non, ça a été, vraiment du jour 1. Je pense que du plus loin que j'ai des souvenirs, j'avais, 5 ou 6 ans, je faisais du hockey, je voulais être hockeyeur pro et jouer, en NHL aux États-Unis. J'ai fait du tennis, je voulais être numéro 1 mondial et quand j'ai commencé le hand, et ben, je voulais être, Fred Anquetil, et Thierry Omeyer et tous les grands noms qui jouaient à ce moment-là. Donc ça a toujours été un truc, j'ai jamais naturellement parce qu'on m'a jamais poussé vers ça, mais j'ai toujours entrevu le sport par, la performance et le professionnalisme, quoi. Et tu avais pas de backup, enfin, tu te disais pas: «Si je suis pas sportif, je vais faire, médecin», j'en sais rien, Évidemment qu'à des moments ça te traverse l'esprit, mais c'est toujours des backups en lien avec le sport, en lien avec le sport de haut niveau, donc je me serais dirigé vraisemblablement vers, l'entraînement ou la prépa physique ou prépa mentale. Enfin, j'avais toujours, dans tous les cas, cette volonté d'être en lien avec le sport de très haut niveau. OK. Et du coup, on peut se focus un peu plus sur le hand. Comment tu as commencé le hand? À quel poste? Ouais, bah, donc du Comment coup, tu es arrivé gardien? ouais. Bah, du coup, je commence le hand, du coup, au moment où le hockey s'arrête pour moi parce que donc il y a plus de patinoire à Montpellier cette année-là et en fait, ça me plaît de suite parce que c'est 2 sports qui se ressemblent beaucoup. Il y a du contact, c'est hyper, cardio, ça court, ça bouge dans tous les sens, avec en plus au hand où il y a plus de buts que Mmh. au hockey, donc ça m'a de suite vachement plu. Je suis comme tous les gamins, j'aime marquer des buts et à ce moment-là, il est hors de question pour moi de me faire tirer, Te faire tirer dessus. tirer dessus par mes potes. Donc tout à fait normalement, je reste joueur, très longtemps et en fait, vers l'âge de, ouais, je dirais 12 13 ans, je commence à rentrer dans des équipes, où ça joue là, où ça commence à monter un petit peu en niveau et on a une problématique de gardien une année, comme dans 90 des équipes de gamins et donc on se relaie pour faire un match, un peu chacun, dans les cages et se sacrifier un peu, on va dire, pour aller dans les cages et puis à chaque fois que c'est mon tour, bah, ça se passe plutôt bien et donc là, j'ai un entraîneur à ce moment-là qui s'appelle Jérémy Barbette, qui était, Mmh. ancien joueur professionnel aussi, qui me conseille et qui me dit: «Au vu de ton profil physique et cetera, je pense que le rôle de gardien, ça peut te convenir». Ce qui était plutôt paradoxal à ce moment-là, parce que comme je suis pas très grand, c'était pas l'ordre établi et donc c'est à partir, ouais, de 13 14 ans que je commence à me spécialiser vraiment, au poste de gardien de but. En tout cas, à être, vraiment, gardien à plein À plein temps, temps, ouais. voilà. Avec quand même, tant que j'ai été avec lui, il me laissait, quand on gagnait largement ou quoi, il me laissait aller, marquer un but à la fin je devais pas le dire parce que ça m'énerverait aujourd'hui, mais j'avais le droit de marquer mon petit but à la fin, des matchs et tout ça, donc j'ai toujours eu ce côté où j'aime être joueur, mais où j'ai été dirigé vers les cages, quoi. Et tu étais dans quel club à ce moment-là? Montpellier, j'ai toujours fait, tout au Montpellier handball, OK. Donc tu voilà. même pas commencé dans un petit club, de Non. quartier ou Non, j'ai tout de suite commencé, au Montpellier Handball. Le premier entraînement de hand de ma vie, c'est, au FDI Stadium, là où je joue OK. aujourd'hui, les matchs de championnat. Donc voilà, c'est un peu particulier, mais c'est ce qui m'a mis aussi, je pense, dans cette mentalité de suite de vouloir aller vers la performance, au niveau du hand. C'est que c'est quelque chose auquel on est biberonné au MHB et dont moi je me suis vachement nourri, quoi. OK. Et à ce moment-là, donc du coup, il y a vous êtes pas mal d'enfants. Il y en avait pas tout le monde ne va finir pro.
Est-ce que toi, à ce moment-là, tu savais que tu allais finir professionnel? Ou en tout cas, est-ce que c'était un objectif? Ça, je l'ai compris. Mais est-ce que tu avais l'intime conviction que tu allais devenir professionnel? Comment tu étais aussi par rapport aux autres enfants, enfin aux autres jeunes? Est-ce que tu étais en avance? Tu étais, dans la moyenne? D'un point de vue handballistique, hein? Bah, d'un point de vue, jeu, sport, compétitivité, j'ai toujours été, dans ceux qui étaient leaders, dans les groupes, où j'étais, quoi. J'étais un peu, tu vois, j'étais un peu le petit capitaine, quoi. Je prenais tout le Mmh. monde par la main: «Les gars, on va gagner, on va y aller, machin» et donc ça, je l'ai eu très tôt. Après, moi, dans ma tête, je voulais toujours être le meilleur possible. Maintenant, être professionnel directement, c'est pas quelque chose que je mentalisais, à cet âge-là, mais par contre, j'avais, mes petits objectifs, de progression et puis de sélection à chaque fois. Donc, bah, quand j'étais, avec les moins de 12 ans, je voulais jouer avec les moins de 14 Mmh. et ainsi de suite et j'ai eu la chance dans l'environnement, du Montpellier Handball que, la vision, c'était vraiment, bah, de chercher justement à sortir, le mec qui pourrait être pro et non pas à conserver des effectifs, de Mmh. copains ensemble et donc très vite, moi, on m'a surclassé, et en fait, c'est marrant parce que à part la première année, où j'ai joué au hand, Mmh. sinon j'ai jamais joué dans ma catégorie d'âge. Donc D'accord. quand j'avais, 11 ans, je jouais avec les moins de 14, quand j'avais 12, je jouais avec les moins de 16 et heu Donc tu étais quand et même en ainsi de avance, suite. quoi. Donc ouais, j'ai toujours été en tout cas, on m'a toujours basculé, avec la catégorie du dessus, donc je savais que je marchais bien. Mais pour autant, à chaque fois qu'on m'amenait avec la catégorie du dessus, il y avait un espèce de scepticisme, par rapport à mon profil physique, qui était, ben, voilà, le profil d'un gardien de but de hand, c'est, des mecs qui font 1,95 m, 2 m Mmh. et qui ont des très grands segments et moi, j'étais plutôt à peu près l'opposé de de ça en termes de profil et donc à chaque fois, c'était un peu sous forme de test et ça a vachement nourri mon envie de prouver et d'y arriver, quoi. Du coup, donc tu arrives en équipe première à tu finis par jouer en équipe première à Montpellier, donc tu as quel âge? Et dans quelles circonstances tu joues en équipe première? Ouais, alors j'arrive en équipe première, sur, la saison 2011-2012, OK. voilà, où là, à ce moment-là, je suis 3e gardien, donc je suis quasiment à plein temps avec l'équipe pro, mais je joue pas, les Donc matchs. tu t'entraînes avec l'équipe pro et tu joues avec la réserve, c'est Ouais, ça? voilà, je peux doubler, je m'entraîne toute la semaine avec les pros, je fais les feuilles de match avec les pros, OK. mais en tant que 3e gardien. Donc concrètement, je suis jamais sollicité, sur le temps de jeu, mais je fais les feuilles de match. C'est pour ça que ça apparaît dans mon palmarès, mais que moi je dis que c'est pas vraiment des titres auxquels j'ai participé. Et c'est à partir de la saison, 2012-2013 que j'ai mes premières minutes de jeu et en fait, ça se fait parce que donc il y a à ce moment-là, nous, on vit l'affaire des paris à Montpellier, et à ce moment-là, moi, la seule chose que je vois, dans tout ça, c'est que, bah, il y a un gardien qui quitte le club, au début de la saison et que, l'entraîneur de la réserve me dit, «Voilà, tu vas partir avec les pros, jouer pour le premier match de championnat à Toulouse». Il se trouve dans un contexte très particulier donc, à ce moment-là et il se trouve que je fais une super rentrée et à partir de là, en fait, bah, je vais plus quitter, l'équipe pro de la saison. Donc je vais être associé à Michael Robin à l'époque, qui était le gardien titulaire et je vais jouer en tant que second gardien, toute la saison. Ça va très bien se passer pour moi. Heu, voilà, c'est assez même quand je revois les images aujourd'hui, c'est assez fou, la saison qui se passe parce que C'est sans la saison où tu mets un but aussi, ouais, enfin, c'est tu ça. as mis beaucoup de buts, mais tu mets un but de joueur de champ, Ouais, c'est ça, mais en Ligue des Champions en plus, non? exactement. Mais ça existe pas, ça illustre parfaitement, ce que je te disais sur la volonté de marquer des buts et d'aimer être joueur. Mais voilà, il se passe ça. Enfin, moi, quand je revois les images aujourd'hui, je me dis: «Mais, c'est lunaire, quoi. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi?» mais c'était génial parce que ça représente vachement bien aussi cette insouciance avec laquelle je jouais et j'évoluais à ce moment-là et c'était vraiment juste pour moi que du kiff. Enfin, il faut bien comprendre qu'on bascule de l'équipe réserve, où on joue, en catimini, il y a peut-être, 200 personnes, 150 personnes quand on joue, qui sont la plupart, de nos familles Ouais, des proches. quand on joue nos matchs à domicile et d'un coup on me parachute à l'Arena, avec 10 000 personnes en Ligue des Champions et avec, tout à gagner parce qu'on est dans une période pour le club, qui est compliquée et donc finalement, nous, on n'a aucune pression, en fait, à ce moment-là, en tant que jeune, joueur. À ce moment-là, il y a Mathieu Gréby qui a aussi été international et qui joue au Paris Saint-Germain aujourd'hui, qui arrive en même temps que moi, enfin, on arrive tous les 2 avec l'équipe pro à ce moment-là
Et pour nous, c'est juste du plaisir parce qu'on se retrouve avec du temps de jeu avec les pros, avec les mecs qui nous font rêver, quoi, et qu'on essaye de rattraper à l'entraînement tous les jours un petit peu. Donc voilà comment ma carrière commence. OK et donc C'est fou. et tu fais une super saison du coup et pourtant à la fin de saison, tu décides de partir? Ouais, c'est pareil, on a un poste qui est particulier, le gardien de but, voilà, il y en a que 2 hein, dans une Mmh. équipe, donc je t'apprends rien, mais du coup, c'est assez resserré. Moi, il y avait Thierry Omeyer, qui revenait à Montpellier, de son club de Kiel en Allemagne à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, il y a déjà 2 gardiens en contrat pro pour l'année d'après. Le club me propose de rester. Je sais que la concurrence va être vraiment rude et comme j'ai eu de l'exposition à ce moment-là et qu'on m'a vu et on m'a vu performer, Mmh. en Ligue des champions et en championnat de France, moi ma vision à ce moment-là, étant natif de Montpellier, mon rêve absolu, c'était de jouer à Montpellier. Maintenant je sais que là, il faut que je saisisse, ma chance et que je mette le pied dans la porte qui s'est ouverte pour moi. Et donc à ce moment-là, j'ai plusieurs clubs, qui se positionnent pour, On peut les citer ou ouais, mais enfin, j'avais plusieurs opportunités, mais Mmh. le club qui s'est vraiment positionné de manière forte, directement, c'était Nîmes. Et c'est un club que j'ai toujours adoré détester, moi, en étant jeune, avec cette rivalité locale. Mais dans lequel je me suis toujours aussi reconnu, parce qu'ils ont un gros esprit de compétition et de hargne et de grinta, là, comme on aime bien dire. Et moi, je me suis toujours vachement reconnu là-dedans. Donc, paradoxalement, ça a été plutôt naturel pour moi de me dire: «Ah ouais, mais c'est un truc qui me qui me qui me correspond? correspond à mort». Donc j'y vais. Ça me permettait aussi de rester, assez proche de mon entourage, et de ma famille. Donc toutes les cases étaient un peu réunies et donc je suis parti donc sur l'année 2013-2014, à Nîmes, où j'ai fait, 8-9 saisons. 9 saisons donc et où je me suis, vachement plu. Ça a été hyper challengeant au début forcément parce que le changement d'environnement. Et quand tu es parti, à Nîmes, est-ce que tu avais cet objectif dans ta tête, enfin de revenir un jour à Montpellier? Ou vraiment toi l'objectif c'était plutôt court terme, c'est de faire la meilleure saison possible, saison après saison? Ou tu avais quand même cette motivation, cette volonté de: «Ah, un jour je reviendrai à Montpellier»? Alors, je dirais pas que j'avais la volonté de revenir à Montpellier. Moi, mon but, c'était de jouer au plus haut niveau possible. J'aime bien une phrase, très instagrammable, qui est la phrase de prendre le risque ou de perdre sa chance. Et moi, j'ai eu toujours cette mentalité de me dire: «Je veux jouer au meilleur niveau possible» et si à un moment donné, ça bloque parce que je suis pas assez bon, et ben, je serais content d'avoir Mmh. trouvé, et je dormirais sur mes 2 oreilles d'avoir trouvé la limite. Donc je m'étais pas mis comme objectif de revenir à Montpellier. OK. Mais Pas aller plus plus que haut. de jouer, à Barcelone ou, Mmh. à Veszprém ou à Paris, dans des grands clubs. Hem, mais ma volonté, c'était d'aller chercher mon niveau, maximum. Donc l'équipe de France, tu as 66 sélections. Tu as peut-être eu plus depuis. Je sais pas si tu étais à jour quand Ouais, j'ai 66 si ou je sais pas si 67, les ouais, je comptes pense ou peut-être ouais? une de plus, ouais, mais, OK. Et donc là, tu as eu ta première sélection en 2021 ou 2020 mais tu as peut-être pas joué à ce moment-là? Comment tu es s arrivé en équipe de France? Ça s'est fait comment? en fait, j'arrive ben, Donc tu étais à Nîmes, hein, à ce ouais, moment-là? j'étais à Nîmes. Moi, ça faisait un moment que j'étais très performant en championnat de France. On commençait à jouer la coupe d'Europe et cetera et bon, il y avait des gardiens installés, très performants aussi en équipe de France et en fait, il y a le covid. Ouais. Donc là encore, un truc, comme au début de ma carrière, un truc un peu inattendu et en fait, je me retrouve à faire mon premier stage parce que donc il y a un un gardien, je pense, ouais, qui chope le covid OK. et donc ils doivent ouvrir, ce groupe de 3 gardiens qui est quand même relativement stable en équipe de France, quand il est performant et installé. Heu et donc bah, ils font le choix de m'appeler. J'avais pas été appelé une fois où ils avaient ouvert le groupe, avant. Entre-temps, le sélectionneur change et donc là, il m'appelle. C'est le Heu, sélectionneur actuel? Sélectionneur actuel, Guillaume Gilles, ouais, Toi, tu en as connu qui qu'un en équipe de France, le j'en ai connu qu'un, sélectionneur? ouais. Ouais, ouais. En fait, c'est le premier stage où Guillaume, Gilles allait, à la sélection. OK. C'est pendant le covid, donc voilà. Contexte très particulier là encore et j'arrive à ce moment-là, pour découvrir la sélection. Je joue pas tout de suite, mais j'ai l'occasion de faire ma première sélection contre la Grèce, sur un match de qualif, OK. où l'équipe était déjà qualifiée. Enfin, c'est un peu comme ça que ça se passe en général.
Et donc là encore, on joue à Paris, mais du coup, on joue à Créteil parce que la salle est vide. Mmh. Donc le match était visé, mais tu rêves de ta première Marseillaise quand t'es gamin. Là, bah, on s'entend chanter, donc c'est plus marrant d'entendre les fausses notes des potes à côté pour une fois plutôt que le public. Donc très particulier, mais moi à ce moment-là, encore une fois, comme au début de ma carrière, je réfléchis pas à tout ça et c'est ma chance. On y va, quoi. Je Mmh. veux même pas savoir le contexte. Et donc c'est comme ça que j'arrive en équipe de France. Et ensuite, donc je rentre dans la concurrence avec les gardiens. C'était qui les Euh, gardiens à ce moment-là? à ce moment-là, il y avait Vincent Gérard, Yann Genty et Wesley Pardin, OK. qui étaient les trois gardiens vraiment à être de façon régulière sélectionnés. Et donc à ce moment-là, je rentre dans la concurrence parce qu'avec le Covid, le groupe est aussi beaucoup élargi avec Au cas où, le contexte qu'on connaît, quoi. Ouais. Les mecs qui peuvent sauter à n'importe quel moment. Euh, et, euh, et Wesley Pardin, qui est aujourd'hui le gardien de Nîmes, se blesse pendant le championnat du monde en Égypte, donc OK. en janvier. Moi, je fais mon premier stage en octobre et Donc le janvier championnat du 2021. janvier 2021. Et, et en fait, du coup, moi, je suis devant ma télé, je vois qu'il se blesse. Bon, déjà, j'espère pour lui qu'il n'a pas une trop grosse blessure, mais finalement, on apprend que c'est les ligaments croisés. Ah oui. Et donc là, j'ai mon téléphone qui sonne à 3 heures du matin de Guillaume Gilles qui m'appelle et qui me dit bah, demain matin à 7 heures, tu passes ton test Covid et tu sautes dans l'avion pour nous rejoindre pour l'Égypte. Et donc, je fais ma première compétition en tant que troisième, en tant que réserviste, là encore. Donc, j'ai pas de temps de jeu sur cette compétition. Et à partir de là, bah, je vais faire tous les stages jusqu'aujourd'hui. Je touche du bois pour que ça continue. OK, et quelques mois après, du coup, tu vas vivre les Jeux olympiques Ouais, à Tokyo, c'est dans ça. un contexte un peu particulier, donc bah, 1 an après le Covid, donc c'est encore c'est assez restrictif, et du coup, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu et ton rôle? Ouais, bah, alors, pour les jeux, donc nous, on a des feuilles de match à 16 dans le hand. Pendant les jeux, la feuille de match est réduite à 14, donc la sélection est encore plus rude que sur les autres compétitions. Et là, dans un contexte Covid, dans une compétition à Tokyo, le groupe est élargi et donc moi, je me retrouve sélectionné pour y aller, mais dans un rôle un peu hybride puisque donc on n'est pas dans le village olympique, on est deux joueurs à être réservistes et à pas être dans le village olympique. Donc vous vivez à 2 ou En fait, clairement, c'est Disneyland. Tu arrives devant le tourniquet pour rentrer là, et ben toi, il s'ouvre pas, quoi. OK. Concrètement, c'est ça. Et donc l'équipe intègre le village olympique quelques jours avant la compétition. On est parti 15 jours avant pour la fin de la préparation à Tokyo. Et nous, donc on est deux avec Romain Lagarde, qui joue à Nantes aujourd'hui, et à être dans un hôtel, en fait, dans la ville, donc dans Tokyo, OK. avec le droit d'avoir accès aux salles d'entraînement pour s'entraîner avec le groupe, aux salles de match pour voir notre équipe jouer, OK. mais Et pas au pas, vestiaire? mais pas si on a l'accès Vestiaire au aussi? vestiaire sur les matchs. Et par contre, après, bah, on est assigné à résidence dans notre chambre. OK. Donc, Vous aviez une chambre chacun ou vous on a une étiez à chambre 2? chacun, parce qu'il OK. ne faut pas de contact. Ah oui. On a un ascenseur réservé pour nous, parce qu'il y a d'autres élus, tout ça, des fédérations internationales dans notre hôtel, mais on n'a pas le droit de les croiser. OK. On n'a pas le droit de manger dans le resto de l'hôtel, Donc vous êtes livrés vous mangez dans les chambres? donc on doit se faire livrer dans la chambre. Et on a des taxis réservés qui nous attendent devant l'hôtel, de lesquels on monte et qui nous déposent à la salle d'entraînement. Et voilà. OK, et Et ça donc on pendant a 2-3 3 semaines, semaines? 3 semaines 3 à semaines. faire ça. Et nous, ça fait déjà 5-6 semaines qu'on est en préparation. Donc voilà le contexte Ah ouais. des Jeux de Tokyo. Et, euh, et puis, euh, et puis bah, c'est un espèce de mix entre le rêve de gosse d'être aux Jeux Olympiques, Mmh. parce qu'on y est, on reçoit les dotations, on est avec l'équipe, on a vraiment avec Romain la sensation de faire partie de l'équipe et d'essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Et pour autant, ben, tu es quand même à distance, tu vis une expérience de ton côté, quoi, avec voilà, un isolement qui est Mmh. très, très, très compliqué. Il faut trouver sa place dans le groupe entre le fait d'apporter
de l'énergie et de la bonne humeur quand on est là parce que pour le groupe, c'est beaucoup de pression, beaucoup de tension pour les mecs qui jouent. Et en même temps, pas trop raconter qu'on est seul enfermé dans une chambre à déprimer. Ouais. Et enfin, pas à déprimer parce qu'on déprime pas, Ça devait mais être qu'en tout long, cas, quoi. c'est compliqué, ouais, c'est assez long. Donc c'était une expérience, je suis tellement reconnaissant et heureux de l'avoir vécu, mais c'était vraiment très particulier. Et tu rajoutes à ça que tu vois ton équipe gagner, 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 gagner. Tu vois que tu es très fort et que ça a beaucoup de chances de sourire, qu'en tout cas, ça va pas être loin. Et donc là, il y a un peu cette dualité aussi d'avoir envie de rentrer dans le Mmh. groupe parce que tu as envie de participer à la fête. Et en même temps de souhaiter le plus fort du monde que l'équipe gagne, Mmh. finalement, avec ou sans toi. Donc ça aussi, voilà, du coup, je suis pas champion olympique à ce moment-là. C'est ce que j'allais te Mais demander. par contre, j'ai vécu le titre olympique de Tokyo avec l'équipe. Donc moi, j'ai mes souvenirs avec moi et avec le groupe, et c'était incroyable à vivre. Et c'est vrai que par contre, je suis pas monté sur le podium, c'est ce qui est entendable et normal, hein. Je suis pas en train Mmh. de dire que j'aurais dû. Mais c'est vrai qu'il y avait cette dualité qui était pas évidente à vivre. Et voilà, un mix entre la reconnaissance d'y être et en même temps, ce petit pincement au cœur de se dire: «J'étais si proche et cette opportunité, elle reviendra peut-être pas». Mmh. Et voilà, mais là encore, ça te nourrit et puis tu te sers de ça pour dire: Pour «Bon, prochaine. la prochaine fois, je suis sur la boîte avec eux, quoi». Et du coup, justement, on va sauter un petit peu, on va sauter 3 ans, les JO en 2024 Ouais. à Paris. Donc du coup, là, le contexte est totalement différent par rapport aux Jeux de Tokyo. Bon, et c'est ouvert au public, c'est en France. Toi, du coup, là, cette fois-ci, tu es dans le groupe, Ouais. tu es pas réserviste. Donc du coup, comment tu les abordes, ces Jeux olympiques-là? Et comment le groupe l'aborde? Le fait que ce soit en France, est-ce qu'il y a un peu plus de pression ou est-ce que de toute façon, vous êtes habitués? Comment vous l'avez abordé et toi, comment tu l'as abordé, ces Jeux olympiques? Ouais, c'est tout un process, en fait, hein. Les Jeux de Paris, c'est quelque chose, quand il y a l'annonce, c'est quelque chose qu'on coche et en tout cas, pour ma part, auquel on pense, tous les jours, de notre vie, en se levant, on a ce truc-là derrière la tête. Alors c'est des fois pas de façon consciente, mais à partir du moment où on sait qu'il y a les Jeux olympiques à Paris, en tant qu'athlète français, potentiellement sélectionnable, on est voilà, même si moi j'étais pas en équipe de France et cetera quand il y a eu l'annonce, Mmh. c'est quelque chose, voilà, moi en tout cas, je me levais tous les jours en me disant, objectif, Focus, ouais. y être, voilà. Et en tout cas, pouvoir, avoir coché toutes les cases pour être sélectionnable et puis, après, c'est le choix, il m'appartient pas, mais voilà, donc c'est un très, très long process. Nous, on est champion d'Europe en janvier. Ouais. Donc à ce moment-là, dans le hand, le championnat d'Europe, c'est la compétition la plus relevée, qui existe. Hem, donc à ce moment-là, ça nous positionne comme Vous êtes l'équipe favori numéro un, voilà, chez ou en tout vous. cas numéro 2 ou à égalité avec le Danemark. On est chez nous, l'histoire de l'équipe de France, C'est la dernière compétition de dernière compétition de Nico, Vincent, Valentin, les anciens, de l'équipe qui ont tous les titres à leur palmarès et en fait, c'est écrit quoi, mmh. qu'ils vont finir sur un titre olympique à Paris, quoi. Et nous, c'est ce qui nous anime aussi bah, de de vivre ce moment-là pour nous, mais aussi pour, l'histoire, de l'équipe de France. Donc la pression, ouais, elle est colossale et puis en interne, heu, là encore, hein, c'est tous les handballeurs, de France qui rêvent de participer à cette compétition. Donc, même dans un groupe restreint, la préparation, elle est terrible et elle est dure. On est à Tignes, on a fait, voilà, on a fait une préparation de mutants, quoi. Vraiment, on a bossé, comme des chiens, personne s'est échappé, et ça nous a beaucoup liés. C'était très, très fort ce qui s'est passé là-haut. Donc il y a pas eu d'excès de confiance. Vous étiez favori, Ah mais non, il y a vous avez eu fait ce qu'il fallait pour, bien sûr. préparer, arriver à Bien sûr, tous les moyens étaient mis à notre disposition. Nous, voilà, on a coché toutes les cases pour arriver le plus près possible. Et après, expliquer les raisons de ce qui se passe, c'est toujours compliqué parce que forcément, c'est multifactoriel mmh. et il y a Nous, il y a ce plein qu'on de choses qui s'y passent. Et il y a ce puis, qu'on voit. voilà, Oui, exactement. parce que donc du coup, pour rappeler le contexte, hein, pour ceux qui ne savent pas forcément, vous gagnez d'1 but, donc c'est contre l'Allemagne, hein, en quart de finale. Non, on perd un but. Non, Ah mais oui, je pardon, refais pardon. Oui, vous oui. gagnez enfin à 6 secondes de la fin, vous gagnez d'1 Ouais. but, donc il reste 6 secondes et vous avez le ballon.
Et du coup, bon, bah, vous perdez le ballon, ils égalisent et vous perdez, aux prolongations. C'est ça. Donc là, ça, c'est ce qu'on voit. Et vous, du coup, comment tu l'expliques et comment vous l'avez vécu? Parce que c'est quand même assez cruel comme, Ouais, bah, forcément, c'est cruel, de manière générale, on avait vécu surtout une compétition assez compliquée puisque le niveau qu'on proposait n'était pas celui qu'on attendait. Et donc on a passé la compétition à chercher des solutions collectivement, hem et à jamais perdre notre objectif de vue et à tous les jours chercher des solutions et à être le plus performant possible. Et puis après, ben, c'est pour ça qu'on adore le hand. Heu, 6 mois avant, ça nous a souri parce que quand on est au champion d'Europe, il y a ouais, Elohim Elohim? Prandi qui marque un coup franc à la dernière seconde après le temps. Ouais, Donc, oui, c'était bien. c'est un J'étais truc avec, unique, on voilà. vous a vu, C'est un truc unique qui arrive pas. Et ça nous amène sur le toit de l'Europe, juste avant les Jeux, c'est incroyable. Et finalement, c'est un scénario relativement similaire, mais contre nous, qui arrive aux Jeux. Moi, j'ai pas envie de trop conscientiser les choses. Ce jour-là, c'était notre histoire, c'était comme ça. Heu et forcément, ça restera une blessure. Je pense que tous les joueurs, et le staff, tous les membres de l'équipe de France ce jour-là, je pense que quand ils arrêteront leur carrière, ils auront cette case, dans un coin de la tête, voilà, de mmh, savoir que ça s'est passé. Heu, mais là encore, on a tout fait, on a fait une préparation incroyable, tous ensemble. On a cherché toutes les solutions, possibles pour performer à ce moment-là et le scénario, il nous est pas favorable. Et je crois qu'on a réussi dans un moment de tempête à très bien là aussi, se remobiliser puisque de nouveau 6 mois plus tard, et ben, on fait médaille de bronze au championnat du monde. championnat du monde, en faisant là, au contraire, une compétition qui est très dense et très prolifique sur le plan du jeu et sur laquelle on est vraiment très performant. On est battu par la Croatie, en Croatie en demi-finale, mais, heu, mais en faisant une compétition, très bonne sur le plan du jeu. Donc, en fait, bah, forcément, c'était la compétition, Mmh. potentiellement d'une vie. Ça a été cette histoire-là, mais en fait, moi, j'ai envie de retenir aussi que sur 2 ans, c'est, 3 médailles en 4 Ah oui, compétitions internationales. Et donc en fait, bah, c'est sûr que la cicatrice et la blessure, elle est là, et que, ben, c'est comme une cicatrice, hein, on l'a et puis, on vit avec. C'est pas grave, ça n'empêche pas de vivre, mais on vit avec. Et, et on est reparti vers de la performance. Donc j'espère que ce sera la première marche d'un futur titre olympique, à Los Angeles ou plus tard. Mais en tout cas, c'est l'objectif de se servir de ça pour construire les titres, du futur, quoi. parce que toi, du coup, là, tu viens de signer un nouveau contrat jusqu'en 2030. C'est ça. Comment tu te positionnes par rapport à ce contrat-là? C'est ton dernier? Tu verras bien à ce moment-là? C'est Alors, quoi la position actuelle? non, je me suis pas projeté jusque-là. Aujourd'hui, je suis exactement là où je voulais être. Je suis hyper épanoui, dans ce club, dans cette ville. Voilà, moi, j'ai mes grands-parents qui ont jamais raté un match à domicile. Enfin, je sais pas si on se rend compte la chance que c'est, mais quand je parle avec mes coéquipiers, qu'ils soient croates, brésiliens ou espagnols, Mmh. ils voilà, tout le monde, tous les mecs en rêvent. Donc j'ai un peu tous les ingrédients réunis et La surtout, question de partir, elle s'est pas posée? elle s'est posée, Elle s'est posée? elle s'est posée, et j'y ai répondu, voilà, en restant et en ayant la volonté en plus de rester dans la durée et puis de vraiment, prendre une part forte dans ce club, dans le groupe, et dans les futurs titres, je l'espère, du groupe, et du club. Donc voilà, pour moi, je me sens pas comme, le fait que ce soit le dernier. OK. Non, après, je Voilà. demande parce que Non, ça non, reste mais en c'est bien. 2030, tu auras 38 ans. Après, je sais que gardien au hand, enfin, par exemple, Omeyer a joué jusqu'à 41 ou 42, Ouais. non? Bah, après, je pense que c'est chacun aussi en fonction des opportunités et puis du niveau de jeu, hein. Là encore, Mmh. hein, c'est le cœur de tout, mais moi j'ai la chance, je touche du bois, d'être dans une super forme physique, et de pas avoir eu trop de pépins dans ma carrière Tu très peu jusque-là. blessé, ouais, dans ta Ouais, non, carrière. j'ai jamais été blessé dans ma carrière. J'ai ma première petite blessure aujourd'hui, donc c'est pas le meilleur moment pour te dire ça, mais en tout cas, voilà, j'ai
toutes les cases cochées, en tout cas, pour pouvoir faire une carrière longue. Donc on verra bien à ce moment-là les opportunités qui seront les miennes. Ok. Mais non, là, dans ma tête, j'ai pas signé mon dernier contrat, pas du tout, quoi. Ok, d'accord. Au niveau du gardien de but, toi déjà, est-ce que tu avais des modèles quand tu étais un peu plus jeune en termes de gardien de but? Bah, évidemment que j'ai regardé Thierry Omeyer comme tous les jeunes gardiens du monde à sa période, puisqu'il était le numéro un incontesté Et tu l'as dans le jamais handball. côtoyé, lui? Tu l'as croisé? T'as jamais été en club avec lui, en Non, je sélection? suis parti quand il arrivait, donc on s'est souvent joué Ok. l'un contre l'autre sur la fin de sa carrière, mais j'ai jamais partagé le poste avec lui. Et là, dernièrement, j'ai partagé un terrain de sport avec lui parce qu'on a fait un paddle ensemble. Ok. Donc c'était marrant, mais lors d'un événement, mais c'était sympa. Et donc j'avais lui. Et après, pour moi, la chose vraiment qui était particulière, c'est que comme j'avais un profil très atypique, Hmm. c'était très compliqué pour moi bah, de m'assimiler ou de me projeter dans ce que faisaient les gardiens, puisque moi je savais que je devais m'adapter et que je pouvais pas faire mon taf de la même manière qu'un mec qui faisait 2 mètres. Donc non, j'ai pas eu trop de modèles en fait. Et, J'ai pas eu trop de modèles sur le poste de gardien de but. et comment tu l'as construit du coup ton profil, parce que donc t'as un profil de gradin qu'on connaissait pas trop, enfin un Ouais. profil atypique. Parce que tu as un style de jeu du coup qui sort un peu de la norme, tu mets aussi beaucoup de buts pour un gardien. Comment ça s'est construit un peu Bah moi ce j'ai profil pris que tu de as? suite le parti de cultiver ça, de cultiver ce côté joueur qui est gardien, plus que sur le fait d'être vraiment juste un gardien et de pas pouvoir faire le reste. Donc moi, très vite, j'ai projeté, ça, c'est pareil, c'est franchement jeune, hein, je l'ai projeté, de me dire: «Faut que j'ai quelque chose qui me différencie». Et en fait, ben, en réfléchissant un peu à mon poste, moi, je me suis dit: «Ben, faire un arrêt, c'est bien, mais mon taf, il s'arrête pas là». Mmh. C'est en fait, l'action parfaite du gardien de but, c'est je fais un arrêt Tu fais une relance. et je fais la passe directe ou je marque le but, direct. Et là, à ce moment-là, c'est non seulement j'ai annihilé l'attaque de l'adversaire, mais en plus, j'ai permis à mon équipe d'alimenter le score, chose que en tant que gardien, normalement, tu peux pas faire. Mmh. Tu peux juste empêcher l'autre équipe Et d'alimenter le et tu en score. as d'autres maintenant qui font ça aussi? Ça se fait de plus en plus ou tu restes, un peu seul dans ce profil-là? Bah, c'est quelque chose qui se fait, mais c'est vrai quand tout le monde le fait, mais c'est vrai que moi, j'en ai fait vraiment ma Mmh. spécialité. Et quand on voit, en fait, c'est sur le nombre qu'il y a, sur le nombre et sur le rythme du match que j'impulse, où pour l'instant, il y en a pas beaucoup qui le font Tu autant que moi. es le meilleur buteur gardien ou pas? Parce que j'ai pas été jusque-là dans la Je recherche des stats. Parce que tu as quand même mis je sais pas. plus de 70 buts, je crois, Ouais, je sais pas, je OK. sais que c'est quand même pas mal, mais après, il y a eu la Bah, je nouvelle regardais, règle aussi. c'est quoi la nouvelle règle? Bah, le jeu à 7 qui est arrivé, au cours de ma carrière et donc qui permet aujourd'hui d'avoir une cage vide en Ah face. oui, OK, d'accord. Mais c'est vrai que les premiers buts de ma carrière, c'était, quand le gardien sortait pour intercepter ma passe, on tirait direct. Là, c'était un vrai truc. OK. Et Parce là, que je aujourd'hui, regardais par exemple le Thierry Meyer et de ce que j'ai vu, il a mis 12 buts. je le dis pas Toi trop fort parce que je sais pas s'il écoutera, mais s'il écoute, il va être fâché quand il sera. donc c'était pour ça, enfin, tu quand même mis pas mal de buts et puis bon des les passes D aussi du coup et Ouais, voilà, ben, au-delà des buts qui sont plus anecdotiques, enfin, il y en a des plus anecdotiques que d'autres, oui, c'est vrai qu'on mais c'est plus gardien. au-delà des buts, qui sont une action maintenant, un peu spécifique. Mais c'est surtout pour moi les Les passes. passes Et décisives. au-delà des passes, c'était de conscientiser le jeu rapide, de dire même quand je prends un but, je peux permettre à mon équipe de marquer rapidement. Mmh. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous apprenait, trop dans les écoles de gardiens de but parce qu'on t'apprend à les arrêter les ballons. Mmh. Et c'est même quelque chose, dont certains, sélectionneurs, jeunes, heu, ont vu ça comme, m'ont expliqué que j'inversais le rôle du gardien de but. Ah, ils te l'ont reproché du coup? Ouais, qui le reprochaient au départ. Donc moi, c'est quelque chose qui m'affectait beaucoup quand j'étais jeune et puis aujourd'hui, j'en rigole parce que je sais que c'est ma plus grande force aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà, de cette projection-là, de pas trop avoir de modèle et de vouloir construire mon propre truc, bah, ça m'a permis de me dédier à fond dans le fait de faire des choses que les autres faisaient pas. Et donc bah, j'en avais pas 40, hein, des choses à faire. C'était pouvoir intercepter des ballons, pouvoir, faire des passes, directes. Heu, Là-dedans, c'est quand je fais des arrêts, essayer de garder le ballon proche de moi pour pouvoir, relancer rapidement. Donc voilà, je suis parti vraiment là-dedans en étant jeune, en disant, «Bah, de toute façon, je suis différent dans le physique,
de la norme des gardiens. Donc, il faut que je fasse des choses différentes. Je trouve autre chose, ouais. Voilà. Et donc, ça a été vraiment une force dans ma formation, quoi. Tes proches, ils sont spécialistes du hand? Enfin, je veux dire, tu parles un peu de jeu, de tactique ou c'est vraiment Non. juste, ils t'écoutent? Ouais, Est-ce que non, tu pas vas du tout. débriefer avec eux sur un match, ouais, je sais pas, avec tes parents ou Ouais, pas du tout, pas du tout. non? Et puis, je crois que c'est pas le cœur parce qu'en général, en tout cas moi personnellement, ce qui me touche le plus en général, c'est pas de me dire ah techniquement j'aurais dû mettre ma main là ou pousser comme ça ou comme ça. C'est plutôt ce qui se passe dans la tête et Mmh. émotionnellement en fait qui va nous impacter et qui va nous toucher parce que on s'entraîne suffisamment techniquement et tactiquement pour que on soit prêt sur le plan du jeu. Et souvent, c'est la gestion des émotions autour qui va nous permettre de performer et d'être Mmh. décisif au moment où on a besoin de nous. Et donc, quand on n'arrive pas à l'aide, souvent, en tout cas, moi, pour moi, c'est souvent un état émotionnel où j'ai pas trouvé la stabilité qu'il me fallait à ce moment-là pour faire ce que je fais au quotidien, quoi. Donc non, il n'y a pas de débrief technique, tactique avec mes proches. Voilà. Et vous êtes préparé à ça? Vous avez un préparateur mental ou dans le club ou peut-être certains à l'extérieur, des coachs, Alors, il y a dans le club, non. Il y a le staff de l'équipe de France qui a rentré un préparateur mental mmh au sein de son staff l'année dernière. euh, dans la préparation des Jeux de Tokyo et qui est avec nous, de Paris, pardon, et qui est resté avec nous depuis. Et donc, il met en place un travail avec le collectif, mais aussi individuel. Moi, c'est quelque chose sur lequel je me suis staffé aussi en perso. Je travaille avec OK, un préparateur mental qui s'appelle Régis Bardera, qui d'accord. accompagne donc des sportifs et des chefs d'entreprise aussi, qui aujourd'hui est devenu un ami et avec qui on a une relation très, très proche et très forte et qui a vraiment été un déclencheur pour moi. J'ai commencé à travailler avec lui quand j'étais à Nîmes et avant mon arrivée en sélection, etc. Et qui a vraiment été un déclencheur pour moi sur le fait de conscientiser ce développement personnel finalement et cette conscience de l'importance de la gestion mentale, euh, mais d'un truc global quoi, dans la performance, Mmh. que ce soit le body language, l'approche des matchs, la façon de gérer avec nos partenaires, de se positionner avec eux et tout. Donc lui, il m'a énormément aidé, Régis, et, euh, et on continue à travailler ensemble aujourd'hui. Et la prépa mentale, ça veut tout et rien dire un peu, j'ai Mmh. l'impression, aujourd'hui. En tout cas, pour moi, le postulat étant de trouver ce qui nous permet de, mu- de mieux vivre ces étapes de compétition et de tension extrême dans le but de pouvoir performer, mais aussi d'être épanoui et de profiter de l'expérience qu'on a la chance de vivre, quoi. Parce qu'avec lui, comment ça se passe? Du coup, vous avez des séances, par exemple, c'est une fois par semaine, on a une séance, c'est des exercices, c'est plutôt je l'appelle quand j'ai besoin? Comment ça se passe? Ouais, c'est un peu évolutif en fonction des moments. Donc au départ, c'était un truc très pro où effectivement il y avait des heures de rendez-vous et où il y avait pas mal d'échanges. Euh, voilà, de retours que lui pouvait me faire, de questionnements. On apprenait à se connaître aussi. Et lui avait besoin vraiment de ce truc-là où il comprenait mon mindset un peu pour pouvoir le faire évoluer et puis me donner des pistes d'amélioration. Et puis aujourd'hui, ça fait maintenant 8 ans qu'on travaille ensemble, donc on se connaît, j'allais dire parfaitement, pas loin, on se Mmh. connaît vraiment très très bien et on est en plus de ça très proches, on a beaucoup de valeurs communes. Et donc là, ça va plutôt être au besoin, ça va plutôt être le fait qu'il soit disponible quand moi j'ai un coup de mou ou pas. Mmh. Je vais pouvoir savoir qu'il est là quand j'ai un questionnement, voilà, ou besoin d'un feedback. Je vais pouvoir le solliciter là-dessus. Et puis on va peaufiner un petit peu j'allais dire ma préparation, mais c'est pas de la préparation parce que c'est quelque chose qui est permanent. Ouais. Voilà, donc c'est pas pour être prêt à un instant T, mais c'est pour être toujours prêt tous les jours justement. Et donc voilà, on affine. À des moments, lui va me solliciter en me disant, voilà, si besoin, on peut se voir ou s'appeler.
Heu, je peux lui dire, non, quand j'en ai pas besoin. Enfin, on est très libre et cette relation, elle a été, vraiment, elle a été construite de façon méticuleuse, par tous Mmh. les 2 parce qu'on avait vraiment envie de profiter, tous les 2 enfin de pas de profiter, mais de construire ça et de le rendre le plus efficient possible et donc aujourd'hui, c'est limpide, on se pose pas la question, en fait. Ouais. Ça se fait normalement. Comment tu eu le déclic? Parce qu'en plus, il y a 8 ans, donc c'était encore moins répandu que maintenant. Comment tu t'es dit: «Je vais travailler, il faut que je travaille avec une personne sur mon mental» et pourquoi avec lui? Enfin, dans quelles circonstances ça s'est fait? Alors, pour être, tout à fait, franc, moi, c'était quelque chose que je voyais d'un œil, assez, jugeant, la préparation mentale. Pour moi, mon mental, c'était ma force, et c'est ce qui faisait que j'étais meilleur que certains et donc j'avais pas besoin qu'on m'aide parce que c'était ma force et que ceux qui avaient besoin qu'on les aide, c'était qu'ils étaient moins forts. Voilà un peu le schéma de base qui a bien évolué depuis, et en fait, je rencontre Régis parce qu'il c'est le club de Nîmes, au départ, qui le OK. sollicite, pour venir intervenir, dans Ponctuellement, l'équipe pour ponctuellement et donc un petit peu à l'instar de ce que fait, notre préparateur mental en équipe OK. de France, Pierre Artapinier. Suivre le collectif, mais aussi les joueurs individuellement et à partir de là, ben, moi, dans les séances individuelles, je décide de voir ce que ça peut m'apporter, ce que c'est vraiment la préparation mentale. Très vite, je comprends que c'est pas forcément justement, prendre un cahier, et avoir un truc, très protocolaire, que je voyais d'un assez mauvais œil. Mais je vois que c'est quelque chose qui peut m'apporter à être non seulement un meilleur joueur, sur le terrain, mais potentiellement aussi, une meilleure personne Mmh. Dans et ça me parle beaucoup. coéquipier. Voilà, ça me parle beaucoup parce que je me dis tout de suite, bah, c'est quelque chose de vertueux pour moi. Alors, des fois ça secoue, des fois, c'est des questionnements, qu'on n'est pas habitué à avoir, et cetera. Mais dans tous les cas, c'est pour une évolution. Donc ça me parle, ça me plaît et je me dis, bah, en fait, je vais aller à fond dedans et voir ce que ça m'apporte et heu et aujourd'hui, si je dois recommander à des jeunes, je dis pas que c'est un truc, nécessaire et obligatoire, mais en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui me permet de progresser chaque jour, sur différents pans de ma vie. Je m'entraîne, en musculation et au hand pour être meilleur chaque jour. Donc il me paraît logique aujourd'hui de faire la même chose, En tant qu'homme, en dans tant ta vie. qu'homme et puis aussi en tant que sportif dans mon approche psychologique de ma pratique. Il y a d'autres joueurs de Montpellier, du coup, qui sont suivis aussi par, qui Heu, sont accompagnés? alors à Montpellier, oui, oui, il y en a plusieurs. C'est vrai que c'est toujours des sujets qui sont, pas forcément faciles, Mmh. enfin en tout cas pas les premiers sujets qu'on aborde dans un vestiaire. Voilà et mais je crois que encore une fois, la préparation mentale, ça prend plein de formes. Il y a des gens qui sont pas, assimilés comme préparateurs mentaux, mais qui sont peut-être Mmh. des meilleurs préparateurs mentaux que certains parce qu'ils ont cette fibre et une connexion avec la personne en question. Il y a aussi, moi j'ai aussi travaillé, je travaille aussi avec une psychologue, OK. voilà qui En parallèle ouais, ou? OK. que j'ai choisi hors du sport, OK. justement pour aborder d'autres questionnements et Depuis longtemps ou enfin, depuis heu, combien de temps? depuis, 1 année à peu près de Sachez que c'est un de sujet un ça. peu tabou dans le pas Ouais, que voilà, mais même c'est dans pour le ça sport en que c'est pour général. ça que quand je dis, préparation mentale, c'est vrai que c'est un sujet assez tabou, mais en fait, moi je préfère parler, tout simplement de santé mentale. Santé mentale. Voilà, c'est quelque chose, d'ailleurs, les préparateurs mentaux, ils font pas que des sportifs, ils font des gens en entreprise, la Mmh. plupart du temps. Il y a très peu qui font que du sport, qui sont là-dessus, donc c'est bien que c'est des questionnements et des sujets sociétaux. Donc moi, encore une fois, je dis pas que c'est obligatoire, je dis pas forcément que c'est pour tout le monde, mais en tout cas, pour ceux qui se posent la question, bah, je dis qu'il faut aller voir et laisser la chance, Essayer et à puis l'ouverture d'esprit, voilà et à voir, où ça peut mener et en tout cas, moi, ça me parle beaucoup d'entendre des sportifs, parler de ça, parce que c'est vrai que on a une chance incroyable d'en être, là où on est, dans le quotidien qu'on a, mais on a aussi les challenges qui vont avec et en fait, la mère de famille qui travaille et qui doit amener ses gosses, heu, à l'école, au sport, et courir de partout, elle a une charge mentale importante et elle mérite d'être entendue. mmh, Nous, on a la nôtre et c'est pas parce qu'on est visible que la difficulté, elle est moindre. Heu, donc il faut pas se culpabiliser, je crois,
de dire, à un moment donné, des fois, c'est compliqué. Mmh. Et c'est en se disant qu'à des moments, c'est compliqué, qu'on peut voir aussi que les moments géniaux, ils sont plus que géniaux et qui sont hors normes, quoi. Et du coup, quand tu es allé voir, donc tu as commencé à travailler avec une psychologue, c'était dans une circonstance, particulière ou c'était toujours dans le cadre de ton évolution, et c'est quoi, en Ouais, fait, parce que moi je suis un peu extérieur à ça, c'est quoi la différence entre, ton préparateur mental, entre Régis et la psychologue? Qu'est-ce qui t'apporte chacun? en fait, je suis en train de la découvrir, je suis quelqu'un de très curieux, donc en fait, c'est aussi en écoutant les témoignages d'autres sportifs que, là encore, je me suis dit, voilà, cet enjeu mental, il n'est pas juste sur le fait de se questionner sur comment j'entre sur le terrain ou ce que je fais quand je suis sur le terrain, mais il est aussi, dans quel état émotionnel j'arrive, dans, comment je l'induis, comment je contrôle, mes émotions ou en tout cas comment je les accueille quand elles arrivent. Mmh. Heu et donc, je dirais qu'avec Régis, on parle beaucoup, du sport et de la performance, même si ça rejoint beaucoup l'évolution, personnelle. Mmh. Et que là, le travail que je fais avec la psychologue, d'ailleurs, ce que j'ai dit à ma psy, la première fois que je l'ai rencontrée, j'ai dit: «Je sais pas pourquoi je suis là, OK. mais je crois que j'ai envie d'être là, donc on va voir». Et en fait, là, ça me permet moi aussi de me questionner, comme, tout un chacun qui verrait un psy, et OK. là, pas dans une position de sportif. OK. Et ça aussi, moi, ça me fait du bien aussi de pouvoir me dire, que, j'ai du travail à faire sur moi, en dehors d'un travail qui m'amènerait à faire des arrêts, quoi. Parce que, Mmh. je suis aussi, Rémi dans la vie, Ouais. qui fait pas de hand, voilà. Et donc, ce pan-là, c'est pareil, on n'en parle pas souvent en tant que sportif, mais je trouve que ça rejoint la préparation mentale, de savoir aussi être, autre chose que le joueur, quoi. OK, intéressant. Et par rapport à cette préparation mentale, enfin à cet aspect mental, tu as côtoyé quand même certains, pour finir un petit peu là sur, la partie hand, tu as côtoyé des grands noms du hand, donc on va pas tous les citer, mais bon, j'ai pris les plus titrés Bien sûr. de l'histoire du hand, donc notamment Nicolas Karabatic, je t'en ai parlé. Il y a aussi Michael Guigou que tu as côtoyé Ouais, à Nantes en équipe de Fran à Nîmes et en équipe de France. ouais. Est-ce que tu as pu remarquer des particularités, des choses que tu pas remarquées chez d'autres handballeurs, on va dire, plus standards? Le fait que ce soit des grandes stars et enfin des grands champions? Est-ce que tu as pu, Ouais, identifier, est-ce que tu as compris pourquoi dès que tu les vois, tu dis: «Ah oui, je comprends pourquoi, comment ils en sont arrivés là, quoi». bien sûr que la première chose qui frappe, c'est l'exigence et le travail, au quotidien. Ça, c'est une évidence, et c'est un dénominateur commun, pardon, à tous ces grands champions-là. Parmi les noms que tu as cités, je rajoute aussi Valentin Porte, qui est mon capitaine à Ouais, Montpellier et mon partenaire de chambre à Montpellier. Donc, OK. je suis obligé de le citer parce qu'il a tout autant de titres, que les autres que tu as cités. Et qui est dans cette même veine, d'exigence, extrême envers lui-même et, heu, et quotidienne et à tous les instants. Donc ça a été vachement inspirant pour moi et c'est quelque chose dans lequel, je me suis facilement reconnu parce que c'était quelque chose qui me parle. Parce que, encore une fois, j'ai toujours voulu être sportif, donc j'ai toujours, moi, je pense, j'ai vu tous les documentaires sportifs sur tous les sportifs, du monde. Je me bute à ça. Heu, Intérieur sport, tout à ça. Intérieur Sport, et je te fais les dialogues sans le son si tu veux, tellement je les connais. Heu et heu et donc ça, c'est le dénominateur commun. Et après, je dirais que la chose, que je retiens et que j'ai envie de mettre en avant, qui est peut-être un petit peu moins visible, du grand public, c'est vraiment l'aura et le leadership d'avoir, des mecs de ce calibre-là dans un collectif. Et c'est ça, moi, qui m'inspire beaucoup aujourd'hui dans mon développement. Justement de pouvoir, renvoyer cette image-là, et cette sérénité-là dans un groupe. Parce que c'est clair que quand, tu es à côté de Nico, Val ou Mika, Guigou, ou enfin, je pourrais citer, Ouais. plein d'autres noms, de tous les plus grands avec qui j'ai joué ou que je joue encore. C'est sûr que tu te sens fort d'être Mmh. à côté d'eux. Et donc ça, pour moi, c'est très inspirant parce que à ce moment-là, ils portent pas leur trophée sur leur dos, quoi. Mmh. Quand ils mettent leur maillot, c'est vraiment ce qu'ils sont et l'aura qu'ils peuvent avoir dans un vestiaire. Et ce leadership-là, il est pas juste dans le fait de travailler beaucoup et dans le fait d'être exigeant. Bien sûr que ça l'apporte, mais il y a aussi, toute l'influence et le rayonnement qu'ils peuvent avoir sur les autres qui, moi, voilà,
me passionne à essayer de me rapprocher de ces grands champions-là, quoi. Et ça se travaille ou c'est quelque chose qui est inné? Je crois qu'il y a une part d'inné, mais là encore, le dénominateur commun, c'est d'avoir des mecs qui ont conscientisé, un peu tous les pans de leur métier et de leur impact, sur le jeu et sur un groupe et donc bien sûr qu'il y a une part d'inné, heu, mais encore une fois, sans travail, je pense pas que ça convertit, Mmh. les C vers, les carrières qu'ils ont et aujourd'hui les modèles qu'ils sont déjà pour nous et puis pour tous les jeunes aussi. Et du coup, tu parlais, bah, du rôle dans un groupe. Moi, je voudrais évoquer avec toi le rôle que tu as toi dans le groupe et je voulais savoir s'il y avait une différence entre le rôle que tu peux avoir à Montpellier et le rôle que tu peux avoir en équipe de France? Oui, il y en a une, à Montpellier, je vais, bah, comme je connais très bien l'environnement, du club et le club, c'est sûr que je vais être, très souvent, quelqu'un qu'on vient chercher, pour, pour l'organisation, pour des questions inhérentes, à l'organisation de l'équipe et heu et je crois que je suis aussi un joueur leader dans le vestiaire qui va avoir une voix, forte, dans le vestiaire. Hem voilà, il y avait Karl Conan qui jouait Mmh. avec nous, avec qui je jouais en équipe de France aussi, qui est parti cette année, mais qui était leader de la défense. On aimait beaucoup, voilà, préparer un peu ces matchs-là et se mettre d'accord, ensemble. Donc j'ai une voix forte, à Montpellier là-dessus. Et en équipe de France, c'est vrai qu'il y a un autre leadership qui est en place et donc aujourd'hui, je crois que je suis le joueur le plus vieux de l'équipe de France, ce qui est assez Ah ouf oui? parce que je crois que j'ai été le joueur le plus vieux de l'équipe de France, j'avais 32 ans. Donc Ah ouais. c'était voilà, on a une équipe, jeune mais ultra titrée et donc là, j'essaye de trouver ma place. Maintenant, ça fait quelques années que je suis en équipe de France, et donc ma place, elle est un petit peu entre 2. Ça veut dire que je vais, heu, voilà, j'ai un caractère à être quand même, prenant, à beaucoup faire de vannes et beaucoup beaucoup brancher dans un groupe. Hem et donc j'ai une voix qu'on entend en équipe de France, mais c'est vrai que dans la préparation des matchs et cetera, il y a des gros cadres très affirmés et très estampillés, on va dire Mmh. et donc je suis plus dans un rôle d'accompagnement de ces cadres-là, de les suivre et de leur apporter, ma plus-value et ma vision, plus que d'être, moi celui qui est devant, quoi. D'accord, OK. Ouais. J'aimerais qu'on évoque l'après-carrière. Alors, Ouais. je ne vais pas te mettre à la retraite, hein, c'est pas c'est pas le but, mais c'est aussi pour comprendre le cheminement et voir si ça se prépare, si tu y penses déjà ou si tu as des activités en parallèle. Heu, donc déjà, je voulais savoir si tu sais déjà ce que tu vas faire après la fin de ta carrière ou pas? Bah, en fait, Tu as des idées? ouais, et j'ai presque trop d'idées. C'est-à-dire que moi, j'adore travailler, j'adore, mener des projets, j'adore, me réinventer, évoluer donc je suis pas inquiet pour mon après-carrière, pas du OK. tout. Hem, Et tu as quoi comme idée, Bah, là aujourd'hui, j'aimerais beaucoup rester dans l'environnement, forcément du sport de haut niveau, dans l'environnement d'un club de hand, pourquoi pas, et me diriger potentiellement plus vers des rôles qui me mettrait à distance du terrain, mais dans lequel je pourrais, bah, faire évoluer, l'écosystème quoi, d'un club. Je sais que tu as reçu Fulgence, ouais. Ouedraogo dans le podcast donc bah, ça fait partie des rôles, et des personnes qui m'inspirent dans leur après-carrière parce que je trouve qu'ils sont très à leur place et qu'ils font très bien ce qu'ils font. Hem Moi, j'adore aussi, l'architecture à côté. J'ai fait Mmh. quelques projets et cetera, donc c'est un truc qui me botte pas mal et auquel je ferme pas du tout la porte parce que c'est vraiment, une passion pour moi, même si j'ai du mal à l'imaginer Je t'ai vu être faire, un agencer des chambres d'hôtel ouais, tu vu en tu vu équipe de ça, France. voilà. Mais je fais pas que ça quand même. Mais donc ouais, c'est un truc qui me botterait et qui me sortirait complètement du milieu du sport et en fait, là, aujourd'hui, c'est pas du tout ma volonté, Mmh. mais je me dis: «Pourquoi pas?» à un moment donné dans ma vie aussi et et puis après, bah, je suis quand même, foncièrement, je pense, un mec de terrain aussi donc si l'opportunité se présente, voilà, de pouvoir accompagner des sportifs, que ce soit sur le plan mental, ou dans l'environnement d'un staff, technique, je ferme pas la porte non plus.
Ce qui est sûr, c'est que aussi avec la durée de mon contrat, j'ai le temps de le regarder tranquillement et de le construire tranquillement. Et est-ce que là, en parallèle de ta carrière, je sais pas, tu investis ou dans l'immobilier, je sais pas, Ouais, mais comme je te dis, moi, je suis très, très branché archi, rénovation, tout ça. Mmh. Donc ouais, j'ai fait de l'immobilier. OK. Euh, voilà, j'adore le format de podcast, donc j'écoute tous les entrepreneurs et tous les mecs qui se bougent un peu là-dessus. Et oui, oui, bien sûr que là aussi, économiquement, c'est un truc que j'ai pris en main du premier jour. OK. Voilà, moi, le jour où j'ai signé mon premier contrat pro, la semaine d'après, j'ai acheté un appart. OK, on perd pas de Voilà. temps. Donc voilà. Après, des rebondissements pas possibles à la banque parce que je gagnais pas du tout ma vie pour acheter un appart, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait pour. Et donc ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours pris en main et qui me passionne pas mal, quoi. J'adore aussi m'occuper de ce versant-là. Et je le structure et je le staff de plus en plus. Euh, Là aussi pour proposer le truc le plus pro et le plus qualitatif possible, quoi. Et c'est plus facile aujourd'hui maintenant pour, emprunter, à la banque? Parce que Quand même. après il y a des bons salaires, j'imagine? Je sais pas si on peut donner une fourchette à peu près dans le hand ou Ouais, c'est ça te compliqué parce dérange que le pas? salaire, Ou à ouais, c'est Montpellier, pas forcément un tabou pour moi, mais le salaire d'un handballeur, il est tellement éclectique que mmh, ce serait maladroit de ma part de donner une fourchette OK. de salaire chez les handballeurs. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, internationaux, il y a deux parts très distinctes qui permettent d'envisager les choses. C'est notre salaire en club et aussi les potentiels bonus qu'on a avec les titres, avec la sélection. Donc ça c'est nos deux sources de revenus principales. Et la chose aussi qui existe, c'est le développement des partenaires euh, privés à côté pour nous en perso. Les sponsors, Les tu veux dire sponsors, ça? voilà, complètement. Et qui là aussi voilà, nécessite de staffer et de le prendre de façon professionnelle pour pouvoir vraiment le développer, quoi. Et ça, du coup, tu le gères tout seul? Ou tu es accompagné là-dessus? Tu as un agent, une agence? Ouais, alors moi j'ai un agent sportif, OK. Andrei Golic, avec qui je travaille depuis le début de ma carrière et qui a aussi un rôle de conseil pour moi, donc je suis très très proche et avec qui j'ai une relation presque familiale, j'ai envie de dire. Il était Euh, joueur de Montpellier, il c'est était ça? joueur de Tu l'as Montpellier, capitaine de Montpellier, joueur de l'équipe de France, champion du monde. Voilà. Donc, OK. je suis entre de bonnes mains, j'espère en tout cas. Et voilà, donc là-dessus, j'ai toujours eu André qui m'a suivi depuis le début de ma carrière. Et ensuite, j'ai longtemps géré tout seul. Et là, je viens d'intégrer une agence, Sportéo, qui est une agence lyonnaise OK. de, Sportéo? d'image, ouais, d'image et de communication. OK. Voilà, avec qui on lance le taf tranquillement là sur la fin d'année et puis sur les débuts d'année. Et Donc là, c'est l'objectif, assez c'est quoi? récent. L'objectif, c'est de pouvoir moi me délester un petit peu aussi du travail d'image et de gestion des réseaux sociaux, etc. Et puis de proposer aussi aux sponsors des contenus et des partenariats de qualité et qui soient travaillés par des gens compétents et pas juste les trucs que moi je vois cool ou que j'ai envie de faire. Même si j'ai des bonnes idées, j'ai pas que ça non plus, franchement. Et donc l'idée, voilà, c'était de me décharger, de pouvoir être accompagné, et puis aussi de faire euh, comment dire, grandir mon image et mon audience. Voilà. OK. Donc là, dans quelques temps, si on te contacte sur Instagram pour un podcast, c'est plus toi qui répondras? Si, parce que là, pour l'instant, on est parti du principe que c'était moi qui répondais encore, mais ouais, l'idée, c'est de pouvoir réfléchir des trucs ensemble, et c'est pas moi me mettre à distance des opportunités, mais c'est plutôt de pouvoir être accompagné sur qu'est-ce qui est à propos de faire, parce que aussi, on en parlait juste avant de commencer le podcast, mais aussi les sollicitations, elles sont de plus en plus fréquentes et récurrentes, et donc l'idée, c'est de faire des choix aussi qui stratégiquement sont, sont bons et qui est vertueux pour moi, quoi. OK. Là, je te propose qu'on fasse on va commencer à arriver sur la fin, donc on va faire un Yes. petit retour sur, sur tout ce qu'on a vu là. On va se retourner sur ton parcours et donc on va essayer d'évoquer des moments un peu importants, des doutes et cetera. Si tu devais résumer ta vie en un mot, ce serait lequel? C'est une bonne question et c'est dur, hein. Mmh. Je sais. En un mot, C'est pour ça que j'ai pas dit 3 mots, j'ai pas dit une phrase, un mot heu, et après tu nous l'expliqueras. je dirais, wouah, je dirais le challenge. Challenge? Ouais,
Donc par rapport à ce qu'on disait au début, tu as été challengé tous les ans, Ouais, et tu te remets en puis question en permanence voilà, puis quand c'est pas l'extérieur et que qui me tu aimes, challenge, c'est moi qui vais me voilà, challenger, tout seul, quand, je me dis, «J'en ai marre d'être challengé», c'est quelque chose qui qui m'arrive tombe de dessus. l'extérieur et qui me tombe dessus. Donc et puis c'est quelque chose dans lequel je crois que je suis confortable, avec le temps. Le fait, voilà, d'être challengé, de devoir m'adapter et d'aller chercher, tout ce qui m'arrive dans ma vie, et d'être responsable de ça, quoi. Voilà, OK, donc ça me le représente bien, je challenge. crois. OK. La plus grande fierté de ta vie? Je dis bien vie, hein, j'ai pas dit Ouais, ouais, carrière, ouais, c'est pour ça que ça peut être dans ta carrière, hein, je mais le prends comme ça. ça peut être avant, ça peut être à l'extérieur du hand. Ouais, la plus grande fierté de ma vie, bah, elles sont bien tes questions parce qu'elles sont, pas faciles, mais la plus grande fierté de ma vie, je dirais que, bah, que c'est mon évolution et c'est le fait, d'en être là, où j'en suis, de façon, complètement globale, mais vraiment en tant qu'homme, quoi. Je dirais que ce qui me rend fier aujourd'hui, c'est La c'est personne que tu es c'est la devenue. personne que je suis, et heu et que je continue de faire évoluer et d'essayer de faire progresser, sur tous les pans. Voilà. OK. La plus grande difficulté de ta vie? Plus grande difficulté de ma vie, je dirais que je suis plutôt pas malheureux pour l'instant dans ma vie et donc j'ai envie de relativiser les difficultés, Mmh. auxquelles, je fais face et je dirais qu'aujourd'hui, j'accepte et je suis heureux de vivre des difficultés comme de vivre des bons moments donc franchement, j'en ai pas une qui ressort comme ça. Quelques-unes, tu sais, c'est Heu, pas forcément quelque chose de très négatif, hein, ça peut non, être non, ça bien dans sûr, la mais carrière, on l'a dit, tu as pas été blessé, mais ça évidemment aurait pu être évidemment que je peux te citer les jeux qui aujourd'hui sont la plus grande, blessure, de ma carrière, mais aussi de ma vie parce que mmh, ça ça, ça amène derrière tout un questionnement aussi, perso, de qu'est-ce que je fais maintenant, que j'ai participé aux jeux et que, je les ai pas gagnés. mmh, Heu, donc ouais, bah, je dirais les jeux. Si je dois en sortir un, mmh, franchement, les jeux. c'est les jeux de Paris, ouais. Alors là, j'ai un peu la même question, mais du coup, bah, je vais la reformuler. Ton plus grand regret, mais pas un regret du coup, pas de pas avoir gagné les jeux, un regret par rapport à une, décision que tu as prise, sur laquelle en fait tu avais une influence, un choix ou un choix que tu as pris qui a pas été bon. Enfin, une décision que tu as prise et qui s'est avérée mauvaise, donc ton plus grand regret ou une décision que tu as pas prise justement et Ouais, peut-être que j'ai pas prise, par exemple, de pas avoir joué à l'étranger, voilà. Est-ce que ça, c'est un regret? en fait, là encore, j'ai du mal à tirer un regret parce qu'en fait, mon état d'esprit, c'est que quand je prends une décision, Tu à l'instant l'assumes, T, en fait, c'est pas une question de l'assumer pour moi, mais c'est qu'à l'instant T, tu es c'est passé la meilleure décision. OK. C'est avec les armes que j'ai à ce moment-là, c'est la meilleure. Donc Ça, je suis d'accord avec toi. derrière, ça induit, mais je peux pas dire que c'était une mauvaise décision parce que ce serait la regarder avec des yeux d'aujourd'hui. Mais c'est ça le la question. Voilà. Donc peut-être que c'était la meilleure décision à l'instant T, mais est-ce qu'il y a des décisions où tu t'es aperçu avec le temps, bon, bah, Ouais, c'était la meilleure décision à allez, l'instant T, je mais vais te faire une réflexion, une réponse où, si j'ai des potes qui l'écoutent, ils se retrouveront, mais je peux être assez impulsif et assez sanguin, quand les choses me tiennent à cœur et donc je vais dire que parfois j'aurais mieux fait de fermer ma gueule sur ben, sur des situations où après coup je me suis dit, mais c'était disproportionné, tu en as une en par particulier, rapport, non, je dirais mmh, pas une en particulier, mais mais ouais, je peux être assez, exigeant et chiant, comme coéquipier, et donc ouais, je dirais que si j'ai un regret, c'est parfois de pas savoir, la fermer quand, quand il quand, faut. la situation demanderait un peu de recul, quoi. Voilà. OK. La décision la plus difficile que tu as prise? Décision la plus difficile que j'ai prise, ouais, c'était le moment où
où j'ai quitté Nîmes. Aujourd'hui, dans ma carrière, j'avais un poste très fort dans l'équipe, beaucoup de responsabilités, beaucoup de temps de jeu. Et j'ai surpris tout le monde quand j'ai dit que je voulais partir de là-bas. Euh, et j'ai été voilà, soutenu par mes proches. Certains ont mieux compris que d'autres, mais ça a été un énorme challenge pour moi à ce moment-là parce que un peu la sensation de culpabilité, parce que j'étais une partie très forte du projet. Donc ouais, ça a été un moment qui était très challengeant là encore pour moi et que je regarde avec tellement de bonheur aujourd'hui de voir là où j'en suis, quoi. Ok. Le moment où tu as le plus douté? Moment où j'ai le plus douté, je dirais que c'était, paradoxalement pendant le championnat d'Europe 2024. Pourquoi? Voilà, où j'ai eu une compétition qui était, pour moi, un petit peu en dents de scie, beaucoup de responsabilités pour la première fois parce que, j'étais le gardien, titulaire au début de la compétition et où, je fais pas la meilleure compétition de ma vie à ce moment-là et où j'ai pris un peu ce poids des responsabilités, et du poste que j'avais sur le dos. Et donc, ça a été un moment où j'ai eu de très gros doutes, euh, et qui n'ont pas empêché qu'on soit champion d'Europe et que ce soit aussi un des plus beaux souvenirs de ma carrière, mais dans une remise en question assez, assez forte pour moi et un moment de doute assez C'est important. important. Ouais. Ok. Bon, et là, rapidement, ta meilleure année en club et ta pire année en club? Pire année, comme je t'ai dit, j'ai progressé chaque année dans mon club. Ouais. Le résultat est à chaque fois Après, ça, meilleur. on peut l'apprendre aussi d'un point de vue collectif, hein. Ouais, je comprends. T'as jamais connu de descente? J'ai jamais connu de descente. Chaque année avec Nîmes, on a fait mieux que l'année d'avant. Ok. Euh, le seul moment où on s'est pas qualifié en Ligue des Champions, en Ligue des Champions avec Montpellier, c'était l'année dernière. Mais on a gagné le premier titre du club depuis 8 ans. Ouais. Donc c'était incroyable. Donc c'est pas Ok. du tout ma pire année, voire même une de mes meilleures. Je m'attendais à ce que ce soit une des meilleures l'année Et dernière. voilà, bah ouais, Cette et année-là. pourtant, en championnat, par exemple, c'est un résultat qui n'était pas celui qu'on Mm. attendait, parce que c'était la première fois qu'on n'arrivait pas à se requalifier en Ligue des Champions. Mais avec le titre, forcément, et le scénario, voilà, où je sors le dernier péno, c'était incroyable pour Mm. moi. Donc, la pire, c'est difficile. Euh, et je dirais que ma meilleure saison, c'est l'année 2023-2024. Donc, où on fait une saison avec Montpellier où Mm. où on finit non, troisième ou deuxième. Troisième, si vous avez joué la. On jouait la Ligue des Champions cette année-là, donc on finit troisième. On fait un quart de finale. C'est une partie que j'ai coupée, mais Ok. Qui pour moi, c'est le plus grand match de ma carrière. on va en parler. Alors, c'est moi, justement, Ouais. j'étais là. Et j'ai pas Ok. fait beaucoup de matchs, moi, à Montpellier. Ouais. Et ce match-là, du coup, j'étais là. Et donc, c'est le meilleur match que j'ai vu. Ouais. Et donc, je voulais avoir ton ressenti. Parce que, bon, d'un point de vue collectif, vous gagnez de 9 buts. Ouais. Toi, tu fais, j'ai noté, tu as fait 16 arrets. Ouais. Tu mets 2 buts, dont un but. À la fin, tu fais un arrêt. Et donc, tu marques vraiment sur le buzzer. Donc, oui, c'était. Je voulais parler de ce match avec toi pour voir comment tu l'avais ressenti. Et c'était assez exceptionnel, même l'ambiance dans la salle. Ouais, c'était fou. Très honnêtement, c'était le moment dont j'ai rêvé quand j'étais gamin, quoi. Et quand je jouais dans ma chambre à jouer au hand, c'était ce moment-là, à cet Incroyable. endroit-là, contre cette équipe-là. Enfin, tout était aligné, c'était incroyable. Et là encore, tu vois, quand on parlait de cheminement tout à l'heure, et de process mental, c'est qu'en fait, donc on est à un moment donné où il y a les Jeux de Paris qui arrivent. Mhm. On vient d'être champion d'Europe et j'ai pas fait ma meilleure compétition moi à ce moment-là. Et donc, si tu veux, moi, je suis dans un mode où je lâche les chiens et je me dis j'ai 6 mois de tunnel dans ma vie pour participer Mhm. au JO de Paris. Et en fait, ce match, il arrive un peu au bout de ce que je peux faire en club, puisque donc je fais une très bonne saison cette année-là, mais c'est dans les grands rendez-vous qu'on va regarder ce que tu fais in fine. Et donc, ce match-là, le gardien qui est en face, c'est Samir, à qui je fais un coucou, avec qui on est champion d'Europe quelques mois avant.
Donc on est hyper liés par ce Et titre. c'est lui justement qui Voilà, qui bascule joue, numéro 1 à la fin voilà, de la. exactement. Et donc on est liés par le titre et par l'aventure qu'on a vécue en Coupe d'Europe. Ce jour-là, on est adversaires, on va être en concurrence pour les Jeux. Enfin, il y a tout un contexte Mmh. autour de ça. Et lui est montpelliérain aussi, voilà. Vous avez été formés ensemble? Je sais pas si c'est la même Non, on s'est jamais génération croisés. ou, non? On s'est jamais croisés. Mais enfin, on se connaît parce qu'on est tous les 2 d'ici, mais on s'est jamais croisés. Et donc il y a tout un contexte qui fait que ce match, il est spécial et puis c'est un quart de finale de Ligue des Mmh. Champions. Et puis, bah, voilà, ça se passe sur ce jour-là, c'est incroyable. Et je dirais que la déception, elle est tout aussi grande la semaine d'après quand on se fait éliminer, là-bas parce qu'on prend une remontada, Je voulais revenir légendaire. aussi là-dessus, voir ce qui s'était passé, Mais là encore, il y a pas de pire ou de regret parce qu'en fait, sur ce jour-là, bah, je peux te garantir qu'on a mis tout ce qu'on avait et que ça nous a échappé. il y a pas Mais eu d'excès de c'est confiance c'est en ou l'espace de 6 mois de vie, j'ai vécu des émotions, et une montagne des russe? montagnes russes qui sont incroyables. Donc, je suis hyper reconnaissant de ça et ça m'a amené à être au jeu, heu et à tout le reste. Tu penses que Donc, sans ce match-là, tu sais non, je sais pas. tu Non, non, seras non, c'est pas forcément, tu sur un restais match, mais c'est vrai que quand il tombe à ce moment-là, pour le tout le timing est contexte parfait, pour ouais. tout le contexte et ben, c'est cool et puis ça c'est dans le ressenti, ça fait du bien et puis surtout, enfin, la performance de l'équipe, quoi, ce jour-là. Mmh. C'est il y a pas un mec qui rate son Ah match, il y a oui. pas un mec qui passe à côté et en plus, tactiquement avec l'entraîneur, il nous avait fait préparer des choses qui étaient assez folles, où moi je sortais pour qu'on ait un attaquant supplémentaire, enfin c'était un jeu que pas grand monde avait déjà proposé. Donc c'était incroyable et c'était tout aussi incroyable qu'on le perde, la semaine d'après, dans ces conditions-là et donc rien que voilà, pour ces 6 mois de vie-là, c'est moi je dirais que c'est ma meilleure saison OK. parce qu'il s'est passé tellement de choses en l'espace d'un an, 6 mois là que c'était fou, quoi. OK, ouais, ouais, je comprends. Je vais finir avec les 3 questions bonus, les 3 questions traditionnelles du podcast qui sont un peu dans la lignée de celles qu'on vient OK. de faire. Si tu pouvais revivre un moment de ta vie, juste pour le savourer à nouveau, ça ce sera lequel? Ce serait lequel? On vient peut-être d'en parler, je sais pas. Heu, ouais, je dirais que je vais te répondre sportivement, et je vais te dire que je dirais peut-être que j'aimerais revivre la finale de l'Euro pour la savourer plus, OK, heu et heu et que j'aimerais revivre ce match, contre Kiel, pour, heu, pour tout ça, quoi. OK, Voilà. je comprends. 2e question, quel conseil tu donnerais au Rémi, adolescent, avec le recul que tu as maintenant? Ouais, je vais te faire une réponse bateau, mais de se faire confiance qu'il est pas fou, et que ce qu'il voit, ça peut arriver, quoi, et qu'il lâche rien. Tu peux Donc réveiller, voilà, ouais, ouais, qui let's go, quoi. Tu vas le faire, mec. et dernière question, la plus belle rencontre de ta vie? Rencontre, je parle humaine, hein, personnelle, je parle pas de la rencontre, Ouais, sportive, hein. Une personne. heu, il y en a tellement, tellement des gens qui m'ont accompagné sur ma route, et je vais rester dans la ligne parce que personnellement, il y en a tellement à qui je pense et ça se Mmh. bouscule, dans ma tête là et je veux surtout pas, Froissé, bah, c'est même pas froissé, mais il y prendre a il y a vie. tellement de gens bienveillants et géniaux autour de moi qui sont avec moi depuis le 1er jour que c'est difficile. Mais je vais dire sportivement, la rencontre, moi déterminante, je vais dire que c'est Frédéric Anquetil, mon entraîneur du centre de formation, qui est l'ancien capitaine de Montpellier. OK. Et pour faire un petit storytelling un peu cool, c'est que le premier match de pro que je vois de ma vie de hand, Ouais. lors de ma première saison de hand, on fait la présentation des gamins là et je Mmh. rentre avec un joueur, dans la main et bien sûr, je vais être le premier parce que, c'est comme ça et donc le premier c'est le capitaine et c'est lui et donc je rentre avec lui. Bien évidemment, on se connaît pas, j'ai 9 ans, Mmh. et puis derrière ça devient, voilà, quelqu'un qui m'a transmis, à peu près, toutes les valeurs que j'ai aujourd'hui, qu'elles soient, voilà, d'abnégation collective et aussi beaucoup de valeurs, d'homme,
d'homme et voilà et je le remercierai jamais assez, pour ça, quoi. Et tu es toujours en lien là, Bien aujourd'hui sûr, avec lui? ouais, ouais, Ouais. aujourd'hui, c'est plus pour faire des barbecues et heu et pour l'inviter à manger à la maison, quand il faut, mais bien sûr qu'il fait partie de ma vie, et qui fera partie de ma vie, jusqu'au bout, quoi. OK. Bon, ben écoute, merci pour, d'avoir, participé à ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment Ouais, c'était très cool, et merci pour puis, l'invite. à bientôt. Merci, salut.